Il y a énormément d'avantages membres à y être, en particulier les transports qui sont extrêmement avantageux. Nous, on y a adhéré et puis on est fort content de l'avoir fait parce qu'on sauve énormément. Ça a été assez facile d'utiliser cet outil-là. C'est que nous avons contacté notre représentante pour les membres, qui est Mme Gaudreau, et on a demandé la procédure à suivre justement pour pouvoir s'inscrire à cet avantage-là. Et on a mis ça en place en un claquement de doigts. Ça a été très facile. Nous avons adhéré au plan d'affaires. C'est un outil de réseautage vraiment extraordinaire. C'est un algorithme qui jumelle les entrepreneurs ensemble et ça va me permettre non seulement de m'accompagner dans mes défis professionnels que j'ai dans ma première année de Twist, mais aussi de pouvoir faire des affaires avec d'autres membres ailleurs qu'ici au Saguenay, ce qui est extrêmement génial. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous webinaire présenté par Kane Lamar. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier et de saluer nos partenaires annuels de la Chambre, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Alors, déjà plus d'une année qui s'est écoulée depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19. Qui aurait cru que la situation se prolongerait autant, même avec le variant indien qu'on nous annonce depuis les dernières heures, on sent que la situation n'est pas réglée. Quoi qu'il en soit, cette crise a bouleversé le monde du travail et cela a suscité une foule de questions auprès des employeurs. Au cours de ce webinaire, nos conférenciers présenteront certains des développements jurisprudentiels liés à la COVID-19. Ils se pencheront, entre autres, sur le télétravail, le droit de refus des travailleurs, les infractions pénales à lesquelles s'exposent les employeurs et le retrait préventif. Ils profiteront également de l'occasion pour traiter des sujets d'actualité tels que la vaccination imposée ou non des salariés. Je vous explique le déroulement. Nous aurons la conférence de nos panélistes d'aujourd'hui et ce sera suivi d'une période de questions. Donc, ne vous gênez pas, ce rendez-vous webinaire, il est pour vous. Vous avez dans le bas de votre écran une section qui s'appelle, un module qui s'appelle questions et réponses. Alors, vous pourrez poser vos questions sur ce module et nos spécialistes répondront à vos questions avec le plus grand plaisir. Je vous présente maintenant notre première conférencière. Elle est avocate en droit du travail et à l'emploi. Elle est récipiendaire de la bourse destinée à la meilleure élève de sa promotion inscrite au barreau de Montréal en 2007. Maître Néron concentre l'essentiel de sa pratique en santé et sécurité du travail, de même qu'en rapport individuel et collectif de travail. Fréquemment appelée à plaider devant le tribunal administratif du travail et les tribunaux d'arbitrage, elle sait néanmoins privilégier les modes alternatifs de règlement lorsque cela est à l'avantage de ses clients. Appréciant bien connaître ses clients et leurs activités, elle saura devenir une partenaire d'affaires sérieuse. Alors, Marie-Claude Néron, à vous, bonne conférence, bon événement à tous et merci d'être présent. Merci beaucoup, Sandra. Alors, effectivement, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de vous voir nombreux aujourd'hui pour assister à notre webinaire. Effectivement, la pandémie qu'on traverse depuis maintenant plus d'un an, ça aura soulevé dans plusieurs domaines des questions que nous ne nous étions pas nécessairement posées auparavant. Cette période d'intense polarisation aura fait couler beaucoup d'encre, notamment via la plume des tribunaux administratifs québécois. Dans l'heure et demie qui va suivre, nous vous présenterons quelques décisions rendues pendant cette période exceptionnelle, aborderons avec vous l'enjeu très actuel que constitue la vaccination et répondrons effectivement aux questions que vous nous aviez soumises dans le fil de discussion. Avant de laisser la parole à mes collègues, j'avais envie de vous parler un peu de notre cabinet, mais aussi et surtout de notre équipe de droit du travail et du droit de l'emploi. Kane Lamar, c'est un cabinet d'avocats comptant plus de 200 professionnels répartis dans 16 bureaux de manière à couvrir l'ensemble du territoire québécois. Mais ce que nous sommes d'abord et avant tout,
un partenaire d'affaires de choix pour nos clients. Depuis toujours, mais particulièrement ces temps où les termes distanciation sociale sont à la mode, nous cultivons la proximité afin de bien conseiller notre clientèle et l'aider à atteindre, voire même dépasser ses objectifs. Nous sommes prêts pour aller loin. Le droit du travail et de l'emploi se situe au cœur de notre expertise. À travers la province, c'est pas moins de 50 professionnels dédiés à ce secteur. Ici à Saguenay, l'équipe est constituée de Maître Guy Wells, Maître Pierre Parent, Maître Raphaël Tremblay, Maître Arnaud Gosselin-Brisson, Maître Ariane Tremblay, qui sera de retour de son congé de maternité en juin et qui a très hâte de retrouver sa clientèle et son équipe, Maître Rachel Gauthier, Maître Zoé Dionne, Maître Charles-Éric Gilbert, notre petit dernier, et de moi-même, Marie-Claude Néron. Nous misons sur la compétence et le professionnalisme de chacun et privilégions le travail d'équipe afin que nos clients bénéficient d'une prise en charge rapide de leur dossier par le professionnel le plus qualifié pour leur venir en aide. Vous aurez aujourd'hui la chance de rencontrer 3 des membres de notre équipe saguenayenne, à commencer par Maître Raphaël Tremblay. Associé à notre bureau de Saguenay, originaire de Jonquière et membre du barreau depuis 2010, Maître Tremblay concentre sa pratique au niveau des rapports individuels et collectifs de travail. Doté d'un esprit stratégique hors du commun, les conventions collectives n'ont plus de secret pour lui. Qu'il s'agisse d'un arbitrage de grief, de la rédaction ou de l'interprétation d'un contrat, d'une convention collective ou d'une politique de travail, Maître Tremblay saura assurément répondre à vos questions et vous orienter pour que vos décisions soient efficaces et éclairées. Il vous présentera le premier volet de notre webinaire portant sur la vaccination. Il vous exposera les grands principes applicables et répondra aux interrogations que vous pourriez avoir en lien avec ce sujet. Vous rencontrerez ensuite Maître Rachel Gauthier. Elle s'est jointe à nous avant la pandémie, soit en février 2020. Originaire de la baie, son nom trône au tableau de l'Ordre des avocats depuis 2001. Son arc compte autant de cordes en rapport collectif et individuel de travail qu'en santé-sécurité. Elle saura ainsi vous accompagner brillamment dans vos arbitrages de grief, vos dossiers devant le tribunal administratif du travail et vos séances de médiation. Forte de son expérience en milieu syndical, Maître Gauthier n'a pas son pareil pour orienter stratégiquement un dossier et envisager les arguments de la partie adverse. Elle vous présentera le second volet du webinaire, soit celui consacré au télétravail, sous l'angle des relations de travail. Elle tentera donc ainsi notamment de démystifier la notion de contrôle des heures dans un contexte de télétravail, ainsi que celle des bonnes pratiques en matière de télétravail. Abordons au passage la possibilité de l'imposer ou non. Et puis finalement, il y a moi que Sandra vous a présenté. Je suis originaire de Roberval. Je me suis expatriée pendant plusieurs années à Montréal et je suis de retour dans notre splendide région depuis 2010, année au cours de laquelle je me suis jointe à l'équipe Travail et Emploi de Kane-Lamar. J'ai été admise au barreau en 2008 et je concentre depuis presque toujours ma pratique essentiellement en santé et sécurité du travail, autant au niveau administratif que pénal. Les dossiers d'admissibilité, d'imputation, de constat d'infraction font partie de mon quotidien depuis maintenant plus de 10 ans. Et ceux qui me connaissent savent bien que je privilégie l'approche médiation-conciliation lorsque ça s'avère préférable, mais c'est au moment de plaider que je me sens comme un poisson dans l'eau. Je vous présenterai le 3e et dernier volet du webinaire, celui réservé à la santé et sécurité du travail, évidemment. J'aborderai donc brièvement la santé et sécurité dans le contexte du télétravail, celle du droit pénal, particulièrement à la lumière des nombreuses directives et recommandations sanitaires, celles relatives aux droits de refus et celles relatives au retrait préventif également. Comme Sandra vous le mentionnait, suivant ce dernier volet-là, il y aura probablement une période au cours de laquelle on pourra répondre plus amplement à vos questions et suivra la conclusion de Maître Gauthier. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à mon collègue, Maître Raphaël Tremblay. Donc, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le premier volet du webinaire qui va traiter de la vaccination. Comme vous le savez, le Québec a débuté sa campagne de vaccination contre la COVID-19 en décembre dernier. Les personnes à risque, principalement les aînés, les travailleurs de la santé, ont été vaccinés en priorité. Cependant, nous assistons présentement à un élargissement de la vaccination. On le voit tout récemment, les personnes de 45 ans et plus ont pu commencer à se faire vacciner. Donc, de plus en plus, tous les salariés pourront bientôt s'en prévaloir et cela suscite une foule de questionnements auprès des employeurs. Donc, j'en aborderai quelques-uns de ces questionnements-là dans le cadre du présent webinaire. Ayez toutefois en tête que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la vaccination liée à la COVID-19, étant donné que le sujet est tout récent. Donc, l'analyse qu'on va vous présenter aujourd'hui est essentiellement fondée sur des principes juridiques généraux ou encore sur une jurisprudence analogue qui a été rendue en matière d'éclosion d'influenza. Donc, on s'est basé sur les principes que les tribunaux ont dégagés dans ces cas-là pour vous fournir les réponses aujourd'hui à plusieurs questions. Donc, je vais débuter avec la première question qui brûle toutes les lèvres. Un employeur peut-il contraindre un salarié à se faire vacciner? La réponse à cette question-là est bien simple, c'est non. Pourquoi? Parce que les tribunaux ont reconnu majoritairement qu'un salarié a toujours le droit de choisir d'être vacciné ou non. En effet, si on obligerait quelqu'un à se faire vacciner, cela constituerait une atteinte à son intégrité qui est à la fois protégée par le Code civil du Québec,
la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Si je m'attarde un peu plus particulièrement aux articles pertinents, au niveau du Code civil du Québec, l'article 3 prévoit que toute personne est titulaire des droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom et de sa réputation, de sa vie privée. Donc, on voit ici qu'il y a le principe d'intégrité de la personne qui est protégée. Ensuite, au niveau de l'article 11, lui, qui a beaucoup plus trait aux soins médicaux, il prévoit que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. Donc, s'il n'y a pas le consentement de la personne, on ne peut pas le contraindre à subir un vaccin. Ensuite, au niveau des chartes, la Charte des droits et libertés de la personne, à l'article 1, prévoit que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à l'intégrité et à la liberté de sa personne. L'article 46, qui lui a plus trait aux droits et libertés dans le contexte du travail, prévoit que toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Et finalement, la dernière loi pertinente, la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc, lorsqu'on regarde ces trois lois-là qui sont charnières et très importantes, on constate vraiment qu'il y a un principe de protection de la personne, protection de l'intégrité, ce qui fait qu'on ne peut pas, comme employeur, contraindre quelqu'un à se faire vacciner. Cependant, il existe quand même une petite exception au niveau de la vaccination obligatoire, qui est la loi sur la santé publique. Une loi qui n'a pas été beaucoup utilisée dans le passé, mais qui a été beaucoup utilisée par le gouvernement au cours de la dernière année. Il y a un article en particulier, l'article 123, le premier paragraphe, qui lui, par exemple, n'a pas encore été utilisé, qui prévoit qu'au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire de toute personne, de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population, et s'il y a lieu, dresser une liste des personnes et des groupes devant être prioritairement vaccinés. Donc, comme je vous l'ai dit, à ce jour, le gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté-là pour contraindre les gens à se faire vacciner. De plus, il n'y a rien qui laisse présager que le gouvernement va s'en servir. On peut penser, par exemple, que les contraintes au niveau de l'approvisionnement des vaccins rendraient impossible de rendre cette vaccination-là obligatoire. Donc, considérant que le gouvernement ne s'en est pas servi, ne compte pas s'en servir, ça ne sera malheureusement d'aucun secours pour les employeurs qui auraient souhaité imposer la vaccination obligatoire à leurs salariés. Une fois qu'on a établi qu'on ne peut pas contraindre un salarié à se faire vacciner, cela soulève quand même une deuxième question. Un employeur peut-il adopter une politique de vaccination obligatoire? C'est vrai que je vous ai dit qu'on ne peut pas contraindre un salarié à se faire vacciner, mais est-ce qu'un employeur pourrait adopter une politique qui prévoirait des conséquences pour les salariés qui refusent de se faire vacciner? Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jurisprudence qui traite directement de cette question-là, mais on croit que oui. Mais malheureusement, à des conditions très restrictives, ce qui fait qu'à notre avis, ce ne sont pas tous les employeurs qui pourraient adopter une politique de vaccination obligatoire. Parce que selon nous, l'employeur qui voudra adopter une telle politique devra démontrer que la vaccination obligatoire constitue une exigence professionnelle justifiée au sens de la Charte. En d'autres mots, pour passer les tests de la Charte, l'employeur va devoir démontrer que l'objectif de la politique est suffisamment important pour justifier l'atteinte aux droits qui sont protégés par la Charte, donc le droit à l'intégrité physique. Il devra aussi démontrer qu'il existe un lien rationnel entre la mesure et l'objectif de la politique. Et finalement, il devra démontrer que la mesure est raisonnable et proportionnée au but visé. Donc, en d'autres mots, pour vous mettre ça plus simple, l'employeur va devoir démontrer que la vaccination obligatoire est nécessaire pour occuper un poste dans son entreprise ou encore pour effectuer un travail. Selon nous, le seul objectif de vouloir protéger les salariés ne sera pas suffisant pour un employeur pour adopter une politique de vaccination obligatoire. L'employeur va devoir avoir un objectif autre. On croit, par exemple, que ça va être beaucoup plus facile dans le domaine de la santé, où certains travailleurs sont en contact avec une clientèle vulnérable qui, si elle contacte la COVID-19, pourra avoir des complications et des conséquences graves sur la santé. On croit que dans ces milieux-là, ce serait possible pour les employeurs d'adopter une politique de vaccination obligatoire, mais à l'opposé, dans des milieux plus conventionnels où il n'y a pas cette contrainte-là, on croit que ce serait beaucoup plus difficile pour les employeurs d'adopter une politique de vaccination obligatoire. On
on veut aussi insister sur le fait qu'une politique de vaccination obligatoire devrait prévoir des mesures alternatives et raisonnables pour les salariés qui refusent de se faire vacciner. On croit par exemple que la politique ne pourrait pas prévoir seulement la fin d'emploi ou le congédiement d'un salarié qui refuse de se faire vacciner. Rapidement, nous, on voit deux mesures moins intrusives que forcer quelqu'un à se faire vacciner qui pourraient être envisagées dans le cadre de politiques de vaccination obligatoire. La première mesure, ce serait contraindre les salariés à subir des tests de dépistage à des fréquences relativement élevées pour s'assurer justement qu'ils n'ont pas contracté la COVID-19. Et aussi maintenant, considérant que d'autres types de tests qui sont moins invasifs que le fameux coton-tige dans le nez, on croit que ce serait beaucoup plus facile à justifier pour les employeurs. Et une autre mesure alternative qui pourrait être adoptée dans une politique obligatoire de vaccination, ce serait le retrait du salarié du travail en cas d'éclosion dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a une décision, une des seules décisions au Québec qui était rendue en matière de politique de vaccination obligatoire qui traite de la question. C'est la décision Syndicat des professionnels en soins et cardio-respiratoires de Rimouski et Centre de santé de services sociaux de Rimouski-Neigette. Une décision qui a été rendue en 2008 par l'arbitre maître Marcel Morin. Dans le cadre de cette affaire-là, l'employeur, bien sûr, qui était un établissement de santé, avait adopté un protocole selon lequel les salariés qui étaient affectés à un département où survenait une éclosion d'influenza devaient être retirés du milieu de travail. C'était un retrait du travail qui était sans solde, donc les salariés n'étaient pas payés pour toute la durée de l'éclosion. Et c'était une mesure pour les salariés, bien sûr, qui avaient refusé de se faire vacciner contre l'influenza. Donc, le syndicat avait contesté le protocole. Il prétendait que les salariés qui avaient refusé d'être vaccinés devraient plutôt être relocalisés dans d'autres départements et ne pas subir de pertes salariales. Saisi du dossier, l'arbitre a tout d'abord statué qu'il était inapproprié de relocaliser quelqu'un qui provenait d'un département où était survenue une éclosion pour le mettre dans un nouveau département. À ce moment-là, il y avait un risque beaucoup trop élevé de contagion et de transmettre le virus à toutes les personnes du nouveau département. Et l'arbitre a par la suite souligné dans sa décision qu'effectivement, c'est un droit fondamental pour les salariés de refuser de se faire vacciner. Donc, l'employeur ne pouvait pas contraindre les salariés. Mais il a quand même analysé si la mesure de l'employeur, soit le retrait des salariés sans solde dans un département en éclosion, était une mesure qui pouvait se justifier au sens de la charte. Et l'arbitre a conclu que l'objectif de la protection de la société contre les maladies contagieuses était suffisamment important pour justifier une atteinte aux droits protégés des salariés. Il a aussi considéré qu'il y avait un lien rationnel entre l'objectif du protocole de l'employeur et le retrait du travail sans rémunération du salarié. Et finalement, il a conclu que le retrait du travail sans rémunération était raisonnable et proportionnel au but visé, notamment parce que la durée du retrait était relativement courte. Là. Une éclosion d'influenza, c'était un retrait du travail de 72 heures. Donc, l'arbitre a dit qu'il n'était pas déraisonnable de retirer un salarié du travail pendant 72 heures sans solde. Donc, il a donc rejeté le grief. Cette décision-là a été portée, il y a eu une requête en révision judiciaire auprès de la Cour supérieure et la Cour supérieure a confirmé la décision de l'arbitre. C'est donc une illustration très importante. C'est la seule au Québec, mais elle est quand même favorable aux employeurs, comme quoi un employeur peut adopter une politique de vaccination obligatoire qui, sans réellement contraindre les salariés à se faire vacciner, va prévoir des conséquences pour ceux qui refuseraient de le faire. On ne peut pas parler de vaccination obligatoire sans parler d'un arrêté ministériel, le numéro 2021-024, qui a été adopté très récemment, soit le 9 avril dernier. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. De la manière que ça a été présenté, les médias ont mentionné que certains travailleurs de la santé devaient se faire vacciner. Précisons peut-être d'emblée que cet arrêté ministériel-là vise les salariés qui travaillent dans les urgences, dans les unités de soins intensifs, dans les cliniques consacrées à la COVID-19, dans les CHSLD et dans certaines unités des centres de santé et de services sociaux qui sont plus critiques. Donc, on voit que cet arrêté-là vise les travailleurs qui sont vraiment en contact avec une clientèle à risque. Cependant, lorsqu'on analyse plus précisément l'arrêté ministériel, on se rend compte finalement que ce n'est pas une obligation absolue pour les salariés de ces départements-là de se faire vacciner. Donc, si on l'analyse un peu plus en détail, le premier article prévoit que toute personne salariée doit fournir à son employeur la preuve qu'elle a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19. Donc, la première obligation, c'est que les salariés de ces départements critiques-là doivent, s'ils sont fait vacciner, fournir une preuve à l'employeur. Cependant, lorsqu'on analyse le deuxième article,
Celui-ci prévoit que les personnes salariées suivantes doivent passer un minimum de 3 tests de dépistage de la COVID par semaine et fournir les résultats à l'employeur. Puis on vise 2 personnes, la personne salariée qui a reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 depuis moins de 14 jours. On peut penser que c'est parce que pendant cette première période-là de 14 jours, il n'y a pas encore d'immunité afférente au vaccin. Mais la deuxième catégorie de personnes, c'est ça qui est intéressant, c'est la personne salariée qui n'a pas reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 ou qui refuse de fournir la preuve d'une telle vaccination à son employeur. Donc ici, on a quand même un exemple intéressant de mesure alternative. Donc on voit que l'employeur demande aux salariés de se faire vacciner, mais ceux qui refusent de le faire, conformément aux droits protégés notamment par la Charte, le Code civil, ont une mesure alternative pour continuer à travailler, qui est de se soumettre 3 fois par semaine à un test de dépistage. C'est aussi intéressant de constater que les salariés ont en plus la faculté de ne pas se soumettre à un test de dépistage. Et là, les conséquences sont prévues au 3e et au 4e paragraphe. 3e paragraphe, ce qu'on prévoit, c'est que s'ils refusent de subir un test, ils sont réaffectés dans un autre emploi, dans un autre milieu. Ou encore, si c'est impossible de les réaffecter, bien à ce moment-là, ils vont être retirés du milieu et ça, sans aucune rémunération. Donc, on a ici, bien que cet arrêté ministériel-là n'a pas fait l'objet d'une analyse par les tribunaux, à savoir s'il respectait les critères de la Charte, on peut croire que le gouvernement, lorsqu'il l'a préparé, s'est bien sûr assuré qu'il passerait le test. Et nous sommes d'ailleurs d'avis qu'avec les mesures alternatives qui sont prévues et l'objectif de protection des personnes vulnérables dans certains départements des centres de santé et de services sociaux, il devrait normalement passer le test de la Charte. Pour terminer peut-être mon volet, je vais traiter peut-être de 3 questions un peu plus générales relativement à la vaccination. Première question, est-ce qu'un employeur est-il contraint de permettre à un salarié de s'absenter du travail pour se faire vacciner? La réponse est non. La loi sur les normes du travail ainsi que le Code canadien du travail pour ceux qui sont de juridiction fédérale ne prévoit aucun droit pour le salarié de s'absenter pour se faire vacciner. Donc, la décision en ce moment, elle revient à l'employeur. Donc, si l'employeur préconise une vaccination rapide, il pourra autoriser les salariés à s'absenter du travail pour se faire vacciner. Mais si à l'opposé, l'employeur considère que suffisamment de plages horaires disponibles en dehors des heures de travail pour les salariés pour se faire vacciner, il pourrait tout simplement les inviter à le faire en dehors des heures du travail et ne pas accorder de permission d'absenter pour les salariés pour aller se faire vacciner. Seconde question. Un employeur est-il tenu de rémunérer un salarié qui s'absente du travail pour se faire vacciner? La réponse ici est non, mais doit être un peu mitigée. C'est-à-dire que si vous avez des contrats de travail ou encore une convention collective qui prévoit que le salarié a droit à certains congés, par exemple congés mobiles, mais à ce moment-là, bien sûr, le salarié pourrait se prévaloir de ces congés-là rémunérés pour aller se faire vacciner. Autre exception, c'est si l'employeur organise lui-même la vaccination, la recommande fortement à ses salariés. Mais on croit qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir un risque qu'un tribunal conclue que les salariés au moment de la vaccination sont toujours subordonnés à l'employeur et sont réputés au travail à ce moment-là. Donc, dans ces circonstances-là, un tribunal pourrait conclure que l'employeur est tenu de rémunérer les salariés qui se font vacciner. On vous souligne au passage quand même que 2 provinces canadiennes, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, qui contraignent actuellement les employeurs à accorder un congé rémunéré de 3 heures aux salariés pour se faire vacciner. C'est bien sûr une mesure incitative pour les salariés d'aller se faire vacciner, donc un congé payé de 3 heures. Au Québec, il y a le Parti politique Québec solidaire qui en a fait la demande. Malheureusement, il n'y a pas eu, malheureusement, ou heureusement pour certains, il n'y a pas eu de suite. Donc, actuellement, il n'y a aucune obligation de rémunérer un salarié qui va se faire vacciner. Ce qui m'amène à la dernière question pour mon volet. Un employeur est-il tenu d'organiser la vaccination de ses salariés, que ce soit la prise de rendez-vous ou encore l'organisation de la vaccination? La réponse à cette question-là est non. Actuellement, il n'y a aucune obligation légale pour les employeurs d'organiser la vaccination. Cependant, le gouvernement invite les entreprises à participer à l'effort de vaccination. Notamment, vous avez dû en entendre parler, il y a des pôles de vaccination qui sont mis en place par des entreprises dans plusieurs régions du Québec pour vacciner les salariés des entreprises responsables, leurs familles et également les salariés des partenaires et leurs familles. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est déjà annoncé que c'est Rio Tinto qui va organiser un pôle de vaccination. L'objectif du gouvernement est quand même assez ambitieux. Il veut vacciner 10 000 à 25 000 personnes par pôle de vaccination. Donc, bien que ce soit encouragé, pour répondre à la question que je vous ai soumise, il n'y a actuellement pas d'obligation légale pour les employeurs d'organiser la vaccination.
Donc, pour conclure ma section, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il n'y a actuellement aucune décision traitant de la vaccination pour la COVID-19. Mais bien évidemment, nous demeurons à l'affût de tout développement jurisprudentiel sur le sujet. Et bien évidemment, nous vous tiendrons au courant de tout développement qui traite de la vaccination, notamment par le biais des publications sur notre site Web. Merci. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Rachel. Oui, alors, merci Raphaël. Une première présentation très pertinente et évidemment d'actualité. Un autre sujet d'actualité concerne évidemment le télétravail. Le télétravail, on va d'abord voir dans un premier temps les droits et les obligations par rapport au télétravail. Comme on le sait, le télétravail n'a jamais été autant discuté que depuis la dernière année. La raison vient sans doute du fait que l'article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que la demeure est inviolable. Si on ajoute à cela les articles 5 et 6 de la même charte, et ici, là, on parle bien de la charte québécoise et non pas de la charte canadienne, comme Raphaël en faisait mention tout à l'heure. Donc, si on ajoute les articles 5 et 6 de la même charte québécoise, on dit à l'article 5 que toute personne a droit au respect de sa vie privée et à l'article 6 que toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Ça devient donc facile de comprendre pourquoi le télétravail n'a jamais vraiment été populaire. Les dispositions de la Charte le rendent difficile à appliquer parce qu'il nécessite vraiment beaucoup d'encadrement et la mise en place d'ententes particulières entre les parties, qu'on parle des employeurs avec les employés directement ou encore des employeurs avec le syndicat et les employés. Donc, jusqu'à récemment, il était plus généralement réservé aux situations qui nécessitaient des accommodements particuliers, comme l'accommodement d'un handicap ou la conciliation travail, famille et vie personnelle. Ce qui a changé avec la pandémie, c'est l'utilisation par le gouvernement de décrets pour amener les employeurs à privilégier le télétravail. Cette façon de procéder permet d'imposer le travail à domicile malgré les dispositions de la Charte précédemment mentionnées. Vous me direz, oui, mais comment est-ce possible? Puisqu'on a vu, il y a des dispositions à la Charte et la Charte est bien évidemment en vigueur. C'est parce que cette même Charte comporte aussi une disposition à cet effet-là. L'article 9.1 permet au gouvernement de faire des lois pour encadrer l'exercice des droits fondamentaux. L'article 9.1 nous dit que les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l'exercice. Donc ici, je pense que tous vont être d'accord pour dire que dans le contexte actuel, le bien-être général a préséance. Les décrets gouvernementaux des derniers mois sont donc venus imposer certaines mesures à respecter et ouvrent la porte à des mesures permettant de faciliter le respect de ces mesures obligatoires. C'est donc le cas du télétravail qui devient la meilleure manière pour un employeur de respecter toutes ses obligations en matière de règles sanitaires. Qu'on pense aux mesures de distanciation sociale ou aux problèmes relatifs à la gestion des limites du nombre de personnes dans un même secteur ou encore le port du masque en tout temps. Ainsi, pendant la période de la pandémie, lorsque la nature du travail permet de l'effectuer à distance, le télétravail est la mesure à privilégier par décret du gouvernement. Ça signifie qu'un employeur peut l'imposer pendant la durée du décret. Par contre, l'inverse n'est pas aussi exact. C'est la différence qu'un arbitre de grief a fait valoir dans une décision quand même assez récente. Il s'agit de l'affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec qui a été rendue le 15 février 2021 et où il était question de traiter du décret 689-2020. Ce décret-là, il énonce que lorsqu'une prestation de travail peut être rendue à distance, le télétravail à partir d'une résidence principale ou de ce qui en tient lieu soit privilégié. Donc, cette décision dont je viens de vous parler, elle est exclusivement basée sur le décret 689-2020 qui a été énoncé le 25 juin 2020. Et c'est à l'exception de tout autre décret subséquent. Donc, on s'est vraiment concentré uniquement sur le décret, même si la décision a été rendue au mois de février 2021, on s'est concentré exclusivement sur le décret du mois de juin 2020. La décision est pertinente pour bien distinguer les différents enjeux entre les droits fondamentaux, les obligations législatives et le droit de gérance d'un employeur.
Donc, par son grief, le syndicat cherchait à forcer l'employeur à permettre à des agents affectés à un service de fournir leurs prestations en télétravail. Aucune disposition de la convention collective ne traitait spécifiquement du télétravail. L'arbitre devait donc vérifier si l'employeur avait correctement appliqué le décret, sans mauvaise foi, abus de droit ou discrimination. Sans disposition particulière à la convention collective, l'employeur demeurait libre de décider de lui-même si le télétravail était applicable ou non aux employés, sous réserve de ce que prévoyait le décret. Dans cette décision, l'arbitre arrive à la conclusion que le décret ne modifie en rien les conventions collectives et les droits de gérance. Il ne fait qu'ordonner que le télétravail soit privilégié. Il semble évident que si l'intention du gouvernement était d'obliger les employeurs non pas à privilégier, mais à en faire une règle obligatoire, les mots utilisés auraient été fort différents. Cet argument se vérifie aisément par la simple lecture des autres décrets. Quand le gouvernement veut forcer un acte ou l'abstention d'un acte, tel que fermer des secteurs d'activité économique ou imposer un couvre-feu ou un pourcentage d'occupation des locaux, il le fait de façon non équivoque. L'utilisation du mot « recommandation » et du verbe « privilégier » dans un même texte ne peut donner raison aux prétentions du syndicat. Le droit de gérance reste intact malgré le décret. En effet, il est clairement indiqué qu'il reste de la responsabilité de toute entreprise ou organisme de prendre les moyens nécessaires pour que ces recommandations soient respectées. Le législateur, par le choix des mots, a laissé aux employeurs la latitude nécessaire pour exercer leur droit de gérance. Ceci nous ramène à nouveau aux critères d'abus de droit, ce que la preuve ne révèle pas. Cette décision rappelle que le télétravail est une mesure qui relève du droit de gérance de l'employeur. À ce titre, elle ne peut être exigée par les salariés à moins d'un texte clair à cet égard dans une loi ou un règlement. Donc, de ce fait, même l'arrêté ministériel du 17 décembre 2020 laisse une marge de manœuvre aux employeurs pour déterminer si la présence d'un salarié est essentielle à la poursuite des activités de l'entreprise. Le texte de l'arrêté est ainsi libellé. On dit que tous les employés des entreprises, des organismes ou de l'administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau continuent ces tâches en télétravail. Donc, on voit que c'est un petit peu plus restrictif ici. On ne les privilégie pas. On dit que dans ce cadre-là, on doit continuer ces tâches en télétravail dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à l'exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de l'entreprise, de l'organisme ou de l'administration publique. Évidemment, dans le contexte de cet arrêté ministériel, il revient à l'employeur de prouver la présence, que la présence d'un employé est essentielle. Dans le cas où la présence d'un employé ne serait pas essentielle, une inspectrice ou un inspecteur de la CNESST pourrait être appelé à apprécier si l'employeur a pris les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés d'effectuer ses tâches en télétravail. À défaut, l'inspectrice ou l'inspecteur pourrait émettre un avis de correction pour une dérogation à l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Dans le contexte de télétravail, en fait, le contexte de télétravail ne modifie pas les droits et obligations des employeurs et des travailleuses et travailleurs. Donc, le télétravail et les bonnes pratiques. La crise sanitaire est venue modifier les pratiques en faisant du télétravail un moyen privilégié pour respecter les mesures sanitaires et ainsi obliger les entreprises à se structurer pour permettre une prestation de travail à distance. Un jour viendra, sans doute, où les décrets et les arrêtés ministériels ne seront plus applicables et où, nous l'espérons tous, la COVID-19 et ses variants ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Dans ce contexte-là, plusieurs employeurs pourraient voir comme un avantage de maintenir une structure de télétravail. C'est vrai, une fois que tous les efforts ont été déployés pour mettre en place une structure efficace et fonctionnelle, pourquoi ne pas la maintenir? Plusieurs éléments sont à prendre en considération afin de pouvoir implanter une telle structure de façon permanente. Dans un premier temps, sans les décrets pour limiter la portée des articles 5, 6 et 7 de la Charte, les dispositions sur la vie privée et l'inviolabilité de la demeure sont prioritaires. De ce fait, le télétravail ne pourrait être imposé à un employé dont les conditions de travail n'en feraient aucune mention ou n'auraient pas été préalablement modifiées pour convenir de l'introduire. La Cour d'appel s'est d'ailleurs déjà prononcée sur cette question dans la décision syndicat des professionnels du Centre jeunesse de Québec et des Noyers. Une décision qui date du 3 février 2005, donc bien avant la pandémie, mais qui traitait quand même vraiment d'un encadrement en télétravail.
Dans cette décision-là, Centre Jeunesse avait pris la décision d'imposer la présence à domicile comme condition fondamentale de la garde de nuit. Et ce, pour pallier les inconvénients reliés au recours à la disponibilité de personnel pour ce corps de travail. Les salariés devaient donc aménager leur domicile afin de recréer les conditions techniques semblables à celles retrouvées au bureau. La Cour d'appel rappelle que le droit à la vie privée est protégé par la Charte et que la demeure d'une personne constitue le lieu privilégié de sa vie privée. La Cour conclut donc qu'il y a un accroc important aux droits fondamentaux des salariés. Donc, le tribunal s'exprime en disant « Je suis d'accord avec ces propos, il y a en l'espèce une atteinte aux droits garantis par la Charte. La présence de l'employeur chez ses salariés est réelle. Il s'agit d'une intrusion physique et psychologique à leur domicile et dans leur vie privée. Le fait que le Centre Jeunesse n'impose pas un quart de travail complet, mais plutôt une disponibilité obligatoire est sans incidence au regard de l'atteinte aux droits. Il est clair qu'à l'occasion d'une garde, le salarié sera appelé à fournir sa prestation de travail à la maison. Dans ce cas-là, comme les salariés n'avaient pas renoncé à leurs droits, la Cour arrive à la conclusion qu'en l'absence d'une entente préalable avec le syndicat, la solution privilégiée par l'employeur est attentatoire aux droits des salariés. Je vous dirais que le contraire est également applicable. Le droit de gérance de l'employeur fait en sorte qu'un employé ne pourrait pas exiger de faire du télétravail, et ce, même si la nature du travail et l'organisation de celui-ci le permettaient. Même en matière d'accommodement, le droit au télétravail n'est pas un automatisme. L'accommodement doit être lié aux limitations fonctionnelles au travail et non seulement constituer une faveur en raison de la condition physique d'un travailleur. C'est ainsi qu'en a décidé un arbitre dans la décision de Vidéotron, donc le 7 septembre 2018. Dans cette décision-là, le travailleur, conseiller au soutien technique à la clientèle, avait été congédié pour cause d'absentéisme excessif. Il contestait son congédiement au motif que l'employeur avait failli à son devoir d'accommodement en ne lui offrant pas un poste en télétravail. L'arbitre considère que bien que l'employeur soit légalement tenu d'accommoder une personne qui présente un handicap qui affecte sa capacité à fournir une prestation de travail, les faits du dossier démontrent qu'il n'y a pas de lien entre le handicap et la mesure d'accommodement demandée. Donc, dans la décision, on est dit qu'en somme, en l'espèce, j'estime que la demande de télétravail ne constitue pas un accommodement associé à un handicap l'empêchant d'exercer son travail, mais constitue plutôt un privilège ou une faveur en raison de sa condition physique. Et bien que l'employeur ne soit aucunement obligé légalement d'y donner suite, son refus s'avère juste. Malgré de multiples avis signifiés sur plusieurs années, le plaignant n'a pas corrigé son taux d'absentéisme. Au contraire, son taux d'absentéisme s'est accru et le pattern d'absence est demeuré le même. L'essence même d'un contrat de travail est de fournir une prestation de travail. Le télétravail réduit les déplacements au travail, mais ne résout pas un absentéisme multicausal. En d'autres mots, le télétravail ne change rien aux sinusite, pharyngite, bronchite et gastroentérite. Alors, on voit ici que dans ce contexte-là, il devient essentiel d'encadrer le télétravail. Pour les milieux syndiqués, il est possible de négocier des clauses de télétravail directement dans la convention collective. Une clause pourrait, par exemple, prévoir que tout nouveau poste affiché dans un domaine particulier pourra faire l'objet d'une exigence de télétravail. De cette manière-là, une personne qui appliquerait sur le poste renoncerait de ce fait, du moins en partie, à l'inviolabilité de sa demeure. Il n'en demeure pas moins que le télétravail devrait alors faire l'objet de certaines règles. Il en est de même là, dans les milieux non syndiqués. Une politique de télétravail devient donc un incontournable afin d'établir des règles claires et réduire les risques de mésentente liés au télétravail. L'adoption d'une telle politique a d'ailleurs fait l'objet d'une recommandation du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre dans le cadre d'un avis sur le télétravail adopté à l'unanimité le 13 octobre 2020. Plusieurs éléments devraient se retrouver dans une bonne politique de télétravail, dont, entre autres, les règles entourant l'admissibilité au télétravail, donc qui peut y avoir accès, ainsi que les modalités du télétravail. On va parler de sa mise en place, le début, la fin, la flexibilité d'horaire, le lieu du travail. Donc, ça fait partie des éléments les plus importants à encadrer, surtout si on veut l'appliquer de façon volontaire, donc une entente individuelle de télétravail. Attention, même si on établit
bien clairement ces principes de base-là, il faut être en mesure de s'assurer de laisser la place à l'évaluation au cas par cas. C'est ainsi qu'il en a été décidé par un arbitre de grief saisi d'une question du lieu physique de la prestation de télétravail. Donc, c'est la décision du syndicat des professeurs de l'Université Laval et Université Laval qui a été rendue le 28 janvier 2021. La question en litige concernait la décision de l'employeur de refuser à un professeur d'effectuer sa charge de travail en télétravail à partir de l'étranger. L'arbitre avait à déterminer s'il s'agissait d'une décision raisonnable dans le contexte. Donc, le plaignant, M. Culé, est un professeur à l'université qui avait passé 1 an à Honolulu avec sa famille. Son congé sabbatique se terminant dans le contexte de télétravail obligatoire, il a demandé à son employeur de fournir sa prestation de travail de Honolulu plutôt que de revenir au Québec avec toute sa famille. Dans sa situation particulière, il y avait une condition médicale d'un de ses enfants et le contexte sanitaire qui faisait en sorte que pour lui, c'était préférable de demeurer à Honolulu. Considérant le refus de son employeur d'accepter cette demande, le plaignant est revenu seul au Québec où il a effectué l'ensemble de ses tâches de travail à distance. Donc, qu'il soit à Québec ou à Honolulu, ne changeait rien au fait qu'il n'avait jamais à se déplacer sur place, sur les lieux de son travail. Comme sa famille était demeurée à Honolulu, le plaignant avait fait une nouvelle demande le 30 novembre 2020 pour travailler à distance à partir de Honolulu pour la session d'hiver 2021. Demande qui avait été à nouveau refusée par son employeur. La politique de l'employeur mentionnait clairement que le travail depuis l'étranger pour exercer une prestation de travail à Québec est interdite. Donc, ici, on avait une politique claire qui avait bien déterminé là, les éléments qui pouvaient y avoir droit et à quelles conditions. Malgré ça, l'arbitre a analysé la situation en regardant sous l'angle du cas particulier qui était soumis. Donc, l'arbitre dit qu'il oppose les parties le fait que l'employeur applique sa pratique de ne pas permettre le travail de l'étranger d'une façon générale. Il agit ainsi notamment pour éviter de créer un précédent qui pourrait générer de nombreuses demandes entraînant des contraintes administratives qu'il estime importantes. Le syndicat soutient plutôt que l'employeur doit, dans l'exercice raisonnable de son droit de direction, tenir compte des circonstances particulières de la demande du professeur Culé. Un peu plus loin, l'arbitre dit, nous le verrons, l'employeur a présenté à l'audience une évaluation erronée des difficultés qu'entraînerait le fait de permettre au professeur Culé d'effectuer sa charge de travail de l'étranger durant la session hiver 2021. Cela m'amène à conclure qu'il a refusé la demande en se basant sur une application stricte de la politique, sans égard aux particularités de la demande. Ce faisant, il n'a pas pris les précautions nécessaires à l'exercice raisonnable de son droit de direction. Donc, c'est dire que même en présence d'une politique très claire et très bien encadrée, il faut quand même être en mesure d'exercer son droit de gérance selon le cas par cas. Donc, et c'est le cas dans cette affaire. L'arbitre mentionne également que bien qu'il soit convaincu que l'employeur a agi en toute bonne foi, sans aucune mauvaise intention, il se devait de considérer la situation particulière du plaignant et tenir compte du contexte de la pandémie qui modifie la manière d'effectuer des tâches. C'est donc dire que même en adoptant de bonnes règles de base à appliquer dans une politique, il faut être en mesure de les adapter à chaque situation particulière. Toujours en matière de politique, la politique devrait prévoir les responsabilités de chacune des parties dans le contexte du télétravail. On devrait également y retrouver une méthode de suivi de travail à distance ainsi que des modalités relatives à l'horaire de travail. Important de faire une distinction parce qu'on peut être soit à heure fixe ou à heure flexible aussi. C'est effectivement un élément que la jurisprudence a tranché d'ailleurs, en établissant qu'il existe une différence entre des heures incontrôlables et des heures incontrôlées. On peut voir à cet effet la décision de Poirier contre Société Immobilière Campus qui avait été rendue le 15 avril 2009. On dit que bien que la demanderesse exécuta ses tâches à l'extérieur de l'établissement de l'employeur, les heures qu'elle effectuait n'étaient pas incontrôlables. Elles étaient plutôt incontrôlées. La défenderesse, sans aucune vérification, se fiait tout simplement à son employé à cet égard. Donc, les politiques devraient prévoir de façon très claire la méthode de suivi du travail. Surtout si l'employeur entend avoir recours à des technologies de surveillance afin de surveiller l'utilisation du réseau d'Internet et du courrier électronique. Par exemple, en enregistrant le temps d'inactivité, la fréquence de la navigation sur Internet
ainsi que le taux d'envoi et de réception de courriels et d'appels téléphoniques. Et oui, il existe plusieurs technologies qui permettent de faire ce genre de choses et qui permettent comme ça d'évaluer le temps d'activité, si la personne est branchée ou non pendant les heures de travail. Aussi, même s'il existe des technologies plus invasives encore, qui permettent entre autres d'intercepter des appels ou de capter des images. Et là, on commence à être vraiment dans le très intrusif. Là. Capter une image de quelqu'un qui est chez lui devant son ordinateur, on parle de quand même une grande intrusion. Donc, il faut garder à l'esprit que la méthode de surveillance choisie doit demeurer la moins intrusive possible. Sinon, elle pourrait être considérée comme contraire à la charte. Dans tous les cas, il y a lieu de faire preuve de transparence et d'obtenir le consentement des employés avant de mettre en place des mesures de surveillance. Un autre aspect à couvrir concerne le matériel, les équipements et l'accès aux infrastructures technologiques de l'employeur nécessaires au télétravail, ainsi que la responsabilité de l'employé à l'égard de ceux-ci. Encore une fois, il y a un lien à faire avec les méthodes de surveillance utilisées puisque l'expectative de vie privée d'un employé sera plus grande sur ses outils personnels, qu'on pense à son ordinateur ou sa tablette, que ceux du matériel fourni par l'employeur. Ce n'est pas tout de prévoir l'accès au matériel nécessaire. Il faut également s'assurer de maintenir le matériel dans un bon état de fonctionnement et d'en assurer la protection, de même que des procédures et règles d'accès aux soutiens techniques. Par exemple, l'accès du personnel technique pour l'installation ou la réparation du matériel informatique. Les frais qui sont à la charge de chacun devraient également faire l'objet de la politique de télétravail. On n'a qu'à penser aux frais d'aménagement du lieu de travail, les fournitures de bureaux ou les frais de communication. Les autres points à couvrir concernent l'aménagement des lieux de travail de façon sécuritaire, les règles encadrant la santé et la sécurité au travail et à la vie privée, la protection des données ainsi que le droit à la déconnexion. Parce que oui, effectivement, télétravail nécessite d'être connecté, ce qui va de pair avec un certain droit à la déconnexion. Donc, en conclusion de ce deuxième volet de ce webinaire, on constate que la pandémie a assurément bouleversé nos habitudes de vie et de travail. Le télétravail, qui était auparavant une mesure spéciale utilisée seulement pour régler des problématiques particulières, a dû être mis en place de manière accélérée dans plusieurs milieux sans avoir eu l'occasion d'en mesurer tous les impacts et les effets. Heureusement, comme c'est le cas dans beaucoup de situations chaotiques, il ressort de l'expérience du télétravail obligé certains bons côtés qui pourraient valoir la peine d'être exploités davantage pour plusieurs entreprises. Cependant, comme on l'a vu, il n'est pas si simple de mettre en place le télétravail sur une base permanente. Plusieurs aspects sont à envisager et encadrer et ici, on s'est limité uniquement au télétravail sur le territoire québécois. Donc, comme on l'a vu par contre avec une des décisions, celui de la décision de l'Université Laval, il est possible, quand on dit télétravail, on parle alors de possibilité de pouvoir se déplacer vers un autre lieu, ce qui entraîne forcément la mise en place de modalités additionnelles. Donc, quoi qu'il en soit, soyez assurés que notre équipe est pleinement qualifiée pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de vos nouvelles structures de travail en cas de besoin. Que ce soit pour simplement répondre à quelques questions ou pour vous accompagner dans la rédaction d'une politique de télétravail, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue, Mme Marie-Claude Néron, qui vous entretiendra plus spécifiquement du volet de la santé et sécurité au travail. Alors, effectivement, puis en guise d'introduction à ce troisième volet-là, je voulais faire avec vous un très bref rappel de ce qu'est une lésion professionnelle. C'est un rappel que j'estime pertinent pour bien saisir l'impact de la première décision qu'on va aborder ensemble. Il existe dans la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, que j'appellerai la LATMP, 3 lésions professionnelles différentes: l'accident du travail, la maladie professionnelle et la rechute récidive ou aggravation. Je vais m'attarder aujourd'hui sur la notion d'accident de travail. La LATMP prévoit à son article 28 une présomption qui vise à faciliter la preuve que doit administrer le travailleur qui désire réclamer auprès de la CNESST. Cette disposition-là, elle est très courte, elle se lit comme suit: une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. Le travailleur il est donc dispensé de mettre en preuve la survenance d'un événement imprévu soudain. Il va lui suffire de démontrer l'existence d'une blessure qui est apparue sur les lieux du travail alors qu'il est à son travail pour que le fardeau de preuve bascule sur les épaules de l'employeur qui, lui, devra démontrer que l'origine de la blessure n'est pas professionnelle mais bien personnelle.
pourrais vous entretenir pendant des heures de la notion de blessure, mais je souhaite plutôt attirer votre attention sur le fait que cette disposition-là, elle parle des lieux du travail. Mais qu'en est-il de ce concept-là en télétravail à la maison? Est-ce qu'un travailleur pourrait, par exemple, réclamer à la CNESST pour une entorse lombaire qui se serait infligée en déplaçant à la maison des documents utilisés dans le travail? La Commission des lésions professionnelles, à l'époque, maintenant c'est le tribunal administratif du travail, a eu l'occasion de se pencher sur cette question-là en 2009 dans l'affaire Club des petits déjeuners du Québec et Frappier. Oui, c'était avant la pandémie, mais les enseignements relatifs à la notion de lieu du travail sont pertinents et seront assurément abondamment cités dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Madame Frappier, elle est coordonnatrice pour le Club des petits déjeuners, puis son travail s'effectue majoritairement à partir de la maison. Le 2 septembre 2008, en effectuant du classement, elle fléchit les genoux, elle se penche pour saisir une boîte. En voulant faire un petit mouvement de rotation en se relevant, elle ressent une douleur très vive au dos, si bien qu'elle ne peut même pas placer la boîte de documents à l'endroit voulu. Elle déclare l'événement à son employeur le jour même. Elle va consulter le lendemain, puis il y a un diagnostic d'entorse lombaire qui va être posé. La CSST, à l'époque, maintenant la CNESST, accepte la réclamation de Mme Frappier sous l'angle de l'accident du travail, donc l'événement imprévu soudain, parce qu'elle estime que la présomption n'est pas applicable, l'événement n'étant pas survenu sur les lieux de travail de Mme. Mais sous la plume du commissaire Hudon, la Commission des lésions professionnelles, confirmant l'acceptation de la réclamation de Mme Frappier, va toutefois rectifier le tir concernant l'application de la présomption de lésion professionnelle. On a le paragraphe 25 à l'écran. Je ne le lirai pas au complet avec vous, mais j'insiste sur le bout qui est souligné à la toute fin. Puisque la travailleuse fait du télétravail, son domicile doit être considéré comme étant les lieux du travail. Il est donc on a peu plus clair qu'en contexte de télétravail, le domicile du travailleur devient par extrapolation le lieu de travail autour duquel vont s'articuler les droits et obligations de l'employeur et du travailleur. Le télétravail peut donc conséquemment pas, à lui seul, faire obstacle au recours à la présomption de lésion professionnelle. Alors, les employeurs doivent quand même être prudents. Ceci étant dit, encore faut-il que la blessure survienne alors que le travailleur est à son travail. On se rappelle de l'article 28 de tantôt. Donc, en d'autres termes, le travailleur doit être en mesure de démontrer un lien de connexité entre ce qu'il est en train de faire au moment où la blessure est apparue et le travail. Bon, si en contexte habituel, ça ne pose pas vraiment de problème, la possibilité de se livrer à des activités personnelles chez l'employeur étant limitée, outre consulter compulsivement Facebook, qu'en est-il en télétravail? C'est tellement facile de partir brasser de lavage entre deux rencontres team, de brasser la sauce à spaghetti au four pendant la journée ou encore de courir au chemin avec le bac à poubelle en entendant le camion approcher. La lésion qui surviendrait dans ces circonstances-là ne serait pas acceptable parce que même si ce serait survenu sur les lieux du travail, pendant que le travailleur est rémunéré, elle ne serait pas survenue alors que le travailleur est à son travail. Parce que c'est facile de passer en un instant de la sphère professionnelle à la sphère personnelle lorsqu'on est en télétravail. L'analyse d'une réclamation pour une lésion professionnelle survenue au domicile devra inclure, comme je vous le disais, l'examen du lien de connexité existant entre la tâche qui a été effectuée lors de la survenance de la blessure et le travail. Donc, en effet, on le sait, la prestation à la maison, si vous êtes en télétravail, vous le savez encore davantage, ce n'est pas toujours en continu. Je vous le disais, on est à l'écran, hop, on se lève, on se passe une petite brassée de lavage, on revient. Alors, on peut passer de la sphère professionnelle à personnelle pour revenir à la professionnelle. Mais dans le contexte de la réclamation, comme je vous le disais, il faut vraiment s'assurer qu'au moment de la survenance de la lésion, on est en train de faire quelque chose de relié au travail et non à la vie personnelle. Pour établir ce lien de connexité-là, il faut se demander, dans le fond, à qui profitait l'activité accomplie au moment où est apparue la lésion, au travailleur ou à l'employeur. Évidemment, à moins que vous invitiez votre employeur à souper, la sauce à spaghetti, c'est plus personnel que professionnel, alors la lésion serait d'origine personnelle. Bien entendu, ça pose un défi de taille en contexte de télétravail parce que l'employeur n'a pas un accès illimité au lieu de travail qui est le domicile, que les témoins seront plus souvent qu'autrement inexistants ou auront un parti pris et que l'enquête qu'il mènera va dépendre de l'honnêteté ou du bon vouloir du travailleur. Ça nous amène forcément à nous questionner sur la possibilité pour l'employeur d'accéder au domicile du travailleur placé en télétravail pour, par exemple, s'assurer du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail que j'appellerai LSST. Donc, télétravail et santé-sécurité. En vertu de l'article 49 de la LSST, le travailleur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité. Cette obligation-là, elle repose aussi sur les épaules de l'employeur. Vous vous douterez qu'elle est encore plus lourde à ce moment-là, puisqu'en vertu de l'article 51, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. De manière plus précise, il doit notamment s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques de travail utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur.
Mais comment il peut s'assurer du respect de ces obligations-là s'il ne peut même pas d'aucune façon contrôler les lieux du travail? Est-ce qu'il ne serait pas logique que le corollaire de l'extrapolation de la notion de lieu de travail, que le corollaire du droit du travailleur de réclamer auprès de la CNESST pour une lésion survenue au domicile, que le corollaire des importantes obligations qui lui incombent en matière de SST, soit la possibilité pour l'employeur de visiter le domicile du travailleur pour s'assurer qu'il exerce son travail dans des conditions sécuritaires. En d'autres termes, est-ce qu'il ne faut pas donner à l'employeur les moyens d'assurer ses obligations de manière conforme, puis ceux aussi d'exercer pleinement ses droits, hein, le droit à l'enquête, à la contestation, à une défense pleine et entière. À notre connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a pas de précédent, malheureusement, en cette matière-là, mais ça ne saurait assurément pas tarder compte tenu que le télétravail gagne du terrain, puis pour plusieurs, c'est là pour rester. On peut toutefois penser que, considérant les droits fondamentaux en cause, celui à la vie privée, à la jouissance paisible des biens, à l'inviolabilité du domicile, à des conditions de travail justes et raisonnables, Rachel vous en a un petit peu parlé tantôt, l'employeur devra s'assurer que l'atteinte à ces droits-là est non seulement justifiée, mais aussi la plus minimale possible. Vous vous souviendrez, en premier volet, Raphaël vous entretenait du fameux test de la charte concernant la vaccination, mais ça va être un petit peu la même affaire ici parce qu'on est en présence de violation des droits fondamentaux. Assurément que l'adoption d'une politique relative au télétravail sera pertinente, voire essentielle. Rachel en a parlé dans les scènes pratiques. L'employeur pourrait prévoir directement la possibilité de visiter le domicile du travailleur en cas de réclamation. Il pourrait également demander au travailleur de fournir des photographies de son poste de travail et de son environnement de travail, de compléter un sondage sur ses besoins particuliers ou encore comment il est installé puis est-ce que tout lui convient. Cette atteinte-là serait certes jugée plus minimale qu'une visite au domicile non annoncée, sans qu'aucune enquête ne soit réellement en cours. Nous suivrons assurément de près et avec intérêt surtout les développements jurisprudentiels à ce sujet, mais en attendant, il existe un autre domaine dans lequel le respect par l'employeur des obligations prévues à l'article 51 de la LSST est primordial, c'est celui du droit pénal. Je ne vous apprends rien, l'employeur qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent en matière de SST s'expose à l'émission d'un constat d'infraction en vertu des articles 236 ou 237 de la LSST. Puis à simple titre d'exemple, 237, lorsqu'il y a des récidives sur une période de 2 ans, bien, ça peut mener à des amendes pour une personne morale, un employeur qui frôle les 200 000 à 300 000 $. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, au cours des 13 derniers mois, on va tous s'entendre sur le fait que les décrets, les directives, les recommandations du gouvernement de la santé publique, de l'INSPQ furent nombreux, parfois contradictoires, et assurément difficiles à suivre et à comprendre, même pour les juristes que nous sommes. Plusieurs de ces décrets, directives et recommandations contiennent des règles à suivre pour les employeurs québécois afin de limiter la propagation du virus et protéger les travailleurs. Se pose donc la question de savoir si un employeur ne respecte pas les recommandations de l'INSPQ, est-ce qu'il contrevient à son obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs? Et la Cour du Québec s'est penchée sur cette question-là en novembre dernier dans CNESST contre Compagnie à numéro Canada Inc. Dans cette affaire-là, en mai 2020, l'inspecteur de la CNESST visite un chantier de construction en vue d'effectuer un suivi d'une visite précédente. Et là, il constate une panoplie de manquements aux règles sanitaires en contexte de pandémie. Je ne les nommerai pas toutes, mais essentiellement, on avait les aires communes qui n'étaient pas désinfectées 2 fois par quart de travail, les surfaces fréquemment touchées non plus, les blocs sanitaires non plus, pas de poubelle à proximité des lavabos pour accueillir le papier souillé pour les mains. Il y a des questionnaires santé que les travailleurs devaient compléter, mais personne n'était chargé de les analyser, si tant bien que lorsque le travailleur disait qu'il y avait un symptôme, bien, il pouvait quand même entrer sur le chantier puis personne ne regardait le questionnaire. Le nettoyage des mains, c'était laissé au bon vouloir des travailleurs. Il y avait une bouteille de désinfectant à l'entrée, mais que tu désinfectes ou tu ne désinfectes pas, personne n'était là pour regarder. Dans le contexte de la pandémie, bien, l'inspecteur a estimé que le non-respect des recommandations de l'INSPQ constitue un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs en les exposant à un contaminant entraînant la COVID-19. Et là, il a émis un constat d'infraction. L'employeur a plaidé non coupable et le débat s'est tenu devant la Cour du Québec. Après avoir rappelé que les recommandations de l'INSPQ sont formulées à la lumière des données scientifiques qui sont disponibles dans un contexte épidémiologique, qu'elles visent essentiellement à maintenir l'équilibre et assurer la pérennité du système de santé, la Cour indique que leur non-respect équivaut à un défaut d'appliquer des mesures de contrôle du risque d'exposition à la COVID-19, qui constituait donc par le fait même une contravention à l'article 51.5 de la LSST. Cet article-là dit essentiellement que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité du travailleur et qui doit notamment utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler, éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. L'honorable Juste Turcot ajoute qu'étant d'ordre public, la LSST devait recevoir une interprétation qui était suffisamment large et libérale pour permettre l'atteinte de son objectif, qui est l'élimination des dangers à la source pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La juge va rappeler à ce titre que le devoir de l'employeur ne se limite pas au respect de la législation applicable parce qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des dangers à la source. Donc, l'employeur doit conséquemment, pour s'acquitter de son obligation convenablement, respecter les normes, le bon sens et les règles de l'art afin d'identifier, contrôler et éliminer les risques d'exposition à la COVID. Or, puisque les règles de l'art en matière de santé publique sont établies par l'INSPQ et que ces recommandations-là régissent la façon dont doivent se comporter les acteurs dans le milieu de travail, bien, les mesures mises en place par un employeur doivent forcément s'inscrire dans le respect de ces recommandations-là. L'employeur a été déclaré coupable de l'infraction reprochée. Il a été condamné parce que c'était une première infraction et que c'était un 2,36 et non un 2,37 à une amende de tout près de 2 000 à laquelle s'est ajouté là, frais et contributions pour une amende qui dépassait les 2 000 Donc, c'est important de connaître l'existence des recommandations, mais aussi et surtout de les comprendre, de les mettre en place et de les contrôler pour assurer leur respect. Ceci étant dit, c'est jamais simple en droit. Je dois vous adresser une mise en garde qui est importante. Les recommandations de l'INSPQ constituent les règles de l'art en cette période de pandémie, puis qu'à ce titre-là, elles doivent être respectées. Mais leur respect par l'employeur ne signifie pas forcément qu'il s'est acquitté convenablement de son obligation générale d'assurer la santé, la sécurité et l'intégrité de ses travailleurs. En effet, dans une très récente décision rendue le 23 mars dernier, Professionnels en soins de santé unis et CHSLD Vigie-Reine-Élisabeth, le tribunal administratif du travail, sous la plume du juge Philippe Bouvier, a déterminé qu'en vertu notamment du principe de la précaution, l'employeur, devant les incertitudes scientifiques quant à l'identification d'un risque professionnel et la gestion de celui-ci, on a souvent entendu en début de crise le gouvernement Legault dire on construit un avion en plein vol, alors il y a clairement une incertitude. Bien, l'employeur devait faire preuve d'anticipation et de prévention. Puis pour ce faire, le juge a conclu que le simple respect des recommandations de l'INSPQ ne pouvait pas suffire. Il était question de savoir, en fait, si en dépit des recommandations de l'INSPQ émises en début de crise sanitaire, les employeurs visés, tous du domaine de la santé, devaient fournir à l'ensemble du personnel appelé à côtoyer des patients suspectés ou atteints de la COVID-19 un masque N95. On se souviendra que la première ordonnance du DNSP, datée de juin 2020, prévoyait que ces masques-là étaient réservés aux situations impliquant des interventions médicales générant des aérosols. Par conséquent, le personnel qui ne faisait que circuler en zone chaude ou tiède ne faisait pas d'actes médicaux, mais n'avait pas le droit à cette protection-là. Bon, là, je vous entends dire, ouais, mais Marc-Claude, c'était pas la seule affaire, là. On avait toute peur d'en manquer de ces masques-là. Peut-être, le juge, je ne suis pas penchée là-dessus. Mais cette ordonnance du DNSP de juin 2020 a été modifiée en février dernier, suivant l'adoption d'une nouvelle politique par la CNESST qui rendait le port du masque N95 obligatoire pour tout le personnel œuvrant en zone chaude. Mais le débat avait pris place avant que cette nouvelle directive-là entre en vigueur, puis visait une ordonnance qui était plus large parce qu'on ne demandait pas uniquement les zones chaudes, on demandait les zones tièdes également, puis on ne demandait pas uniquement le personnel œuvrant dans le domaine de la santé comme tel, mais également les personnels, par exemple, au niveau de l'entretien. Donc, le débat n'était pas purement théorique, il a été maintenu. Et dans le but d'atteindre ces fins, ce que le syndicat avait fait, c'est qu'il avait contacté l'inspecteur de la CNESST, mais comme l'intervention ne s'était pas soldée par l'émission de l'ordonnance recherchée, bien, le débat a été porté devant le tribunal administratif du travail, là, comme il est d'usage de le faire. Après avoir rappelé l'objectif de la LSST, moi je vous le rappelle aussi, l'élimination à la source des dangers pour les travailleurs, bien, le juge Bouvier souligne que rien ne permet de conclure que les recommandations de l'INSPQ ou la L4S, la loi sur les services de santé, le système de santé et les services sociaux, doivent primer sur la LSST. Il ajoute que l'obligation qui incombe à l'employeur en vertu 51, celle de prendre tous les moyens nécessaires pour éliminer les dangers, ne devrait pas être interprétée comme constituant un simple seuil minimal à atteindre pour rencontrer ses devoirs. Au contraire, cette obligation-là, elle doit inciter l'employeur à tendre vers les plus hauts standards au niveau de l'identification des risques et au niveau de leur gestion, notamment via le port des EPI. Ainsi, après avoir analysé l'ensemble de la volumineuse preuve médicale et scientifique qui avait été soumise, il n'y a pas moins de 20 témoins qui ont été entendus, le juge Bouvier conclut que le virus causant la COVID, puisqu'il est susceptible de se transmettre par voie de contact de gouttelettes d'inhalation ou aérienne, bien, il y avait lieu pour protéger adéquatement l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'entretien. Ce personnel qui était susceptible de contact avec des patients suspectés ou infectés, d'ordonner le port du N95 dans les zones tièdes et chaudes, même si les recommandations de l'INSPQ n'étaient pas à cet effet-là. Le tribunal administratif du travail annonce donc conséquemment en termes très clairs que le respect des recommandations de l'INSPQ ne saurait pas suffire en toutes circonstances pour s'acquitter de ses obligations en matière de SST. Une analyse et une gestion des risques doit être effectuée par l'employeur. Ça peut impliquer l'adoption de mesures allant au-delà des recommandations de l'INSPQ dans certains cas. Alors, c'est une invitation à la prudence pour vous qui pouvez être employeur, de bien faire attention. Le respect des règles de l'INSPQ, recommandations, ça peut ne pas être suffisant.
Cette décision-là, ayant été rendue très récemment, je vous le disais, elle pourrait encore faire l'objet d'une demande en révision. Notre Charles-Éric national a fait des vérifications encore hier. Il n'y avait pas de demande encore. Par contre, ça a l'air de bouger dans le dossier, donc ce n'est pas impossible que cette décision-là soit portée là, en révision. Mais on va suivre ça très bien évidemment. Maintenant, outre l'émission d'un constat d'infraction, à quoi s'expose l'employeur qui ne respecterait pas les recommandations de l'INSPQ? Bien, le droit de refus. C'est un droit qui est prévu aux articles 12 à 15 de la LSST qui prévoit la possibilité pour un travailleur ayant des motifs raisonnables de croire que l'exécution d'un travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité, ou encore celle d'une autre personne, de refuser d'effectuer ce travail-là. En vertu de ce droit, le travailleur pourrait donc refuser de travailler si, par exemple, son employeur ne met en application aucune des recommandations de l'INSPQ et force ses employés à travailler sans masque, sans distanciation, sans fournir les produits nécessaires à l'hygiène des mains et à la désinfection. Ceci étant dit, le droit de refus, ce n'est pas un simple prétexte pour refuser de faire une tâche qui est assignée par l'employeur, pas plus qu'un recours approprié, particulièrement dans un contexte de crise mondiale, pour faire valoir ses convictions ou échapper à l'imposition de mesures disciplinaires. Dans Fizet et Olimel-Yamachiche, dans le contexte de la pandémie, puis suivant une éclosion au sein d'une de ces installations, l'employeur instaure une série de mesures qui visent à limiter les risques de propagation du virus. Ainsi, avant même que ça devienne obligatoire, l'employeur impose le port du masque en tout temps dans ses locaux, exige le port de lunettes, fait installer des séparateurs entre chaque travailleur afin que ceux-ci soient protégés, même lorsque la distanciation n'est pas possible. Le 1er juin, le travailleur se présente avec masque et lunettes. Mais une fois assis à son poste entre deux séparateurs, il retire son masque parce qu'il le juge non nécessaire. L'employeur le voit, lui demande de le remettre. Le travailleur refuse, alors il est invité à quitter les lieux. En se dirigeant vers la sortie, le travailleur croise son représentant syndical qui lui parle du droit de refus et lui recommande de l'exercer, ce que fait M. Fizet. Il prétend donc qu'à ce moment-là, le port du masque, c'est excessif parce qu'il y a toutes les autres mesures qui sont en place. Lorsqu'il est questionné sur le danger allégué, vous vous souviendrez, je vous disais que ce droit-là va s'exercer quand on a une crainte raisonnable de danger. Lorsqu'il est questionné sur le danger allégué, M. Fizet va parler du danger de manquer d'oxygène par l'accumulation de dioxyde de carbone et de contamination bactérienne causée par la chaleur et l'humidité. Il admet candidement avoir comme source d'information les données disponibles au grand public. L'inspecteur de la CNSST va refuser de faire droit aux prétentions du travailleur. Donc, ce dernier-là va porter le dossier devant le tribunal administratif du travail qui va trancher la question comme suit. La crainte raisonnable du danger, elle doit être présente au moment où on exerce le droit et non apparaître a posteriori. L'utilisation du droit de refus ne peut pas être un prétexte pour justifier un acte d'insubordination puis éviter la mesure disciplinaire qui s'ensuit. Que vous comprendrez que dans ce cas-là, non seulement le travailleur est invité à quitter, il ne serait pas rémunéré pour les heures non travaillées, mais il recevrait une mesure disciplinaire pour insubordination. Le droit de refus, ça ne peut pas se transformer en outil de revendication ou en prétexte insidieux pour défendre une opinion aussi sincère soit-elle. Le désir de s'exprimer et de défendre son point de vue, c'est légitime, mais le droit de refus, c'est assurément pas le véhicule pour y parvenir. Le droit de refus n'est pas davantage un moyen pour négocier ses conditions de travail, ni pour défendre un point de vue ignoré par l'employeur dans le cadre du sain exercice de son droit de gérance. En refusant d'adhérer à une mesure de prévention prise par l'employeur avec l'aval de la santé publique, en pleine crise sanitaire, le travailleur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en péril sa santé, celle de ses collègues, ce qui est inacceptable et qui est complètement l'opposé de ce que vise le droit de refus. Le recours au droit de refus demeure donc certes possible en contexte de pandémie, mais ce même contexte ne dispense pas le travailleur de prouver l'existence d'une crainte raisonnable et objective de danger et ça ne pourra pas servir à simple fait là, de défendre ses convictions personnelles. Il y a un autre droit auquel on peut avoir accès dans le cadre de la pandémie, c'est celui du retrait préventif. D'entrée de jeu, on entend souvent parler du retrait préventif pour la travailleuse enceinte, mais ce n'est pas limité à ces travailleuses-là. Dès le début de la crise, d'ailleurs, on a entendu parler des personnes qui sont immunosupprimées, donc celles qui ont des mécanismes immunitaires qui sont partiellement ou entièrement inopérants. Très tôt, on les a identifiées comme devant être protégées, souvent par l'exclusion du milieu de travail. L'exercice du droit au retrait préventif, dans le contexte de la pandémie, a fait l'objet de la décision Saint-Mars CCT-OK. M. Saint-Mars est un technicien ambulancier, il est atteint de la maladie de Crohn et en raison de cette maladie-là, plus précisément de la médication qu'il consomme, il est considéré comme étant immunomodulé, donc modification des réactions du système immunitaire. En début de crise, l'équipe traitante de M. Saint-Mars avise l'employeur que celui-ci doit respecter les consignes sanitaires et éviter d'exposer M. Saint-Mars au virus parce que ça pourrait avoir de très graves conséquences pour lui. L'employeur obtient l'opinion de son expert qui est exactement au même effet, alors va confier des tâches à M. Saint-Mars qui sont sans risque pour lui et qui sont autres que les tâches de technicien ambulancier. Puisque ces tâches-là ne sont pas disponibles tout le temps, M. Saint-Mars va loger une demande auprès de la CNSST en disant « Moi, je veux avoir une indemnité, retrait préventif, lorsque mon employeur n'est pas en mesure de me confier des tâches sans risque. » Sa demande va être refusée, si bien que et le travailleur et l'employeur vont se présenter au tribunal, vont faire front commun
pour demander à ce que M. Saint-Mars reçoive l'indemnité pour un retrait préventif pour certaines périodes. Alors, une preuve a été administrée quant à l'existence d'une altération de l'état de santé du travailleur en raison de la maladie de Crohn, ainsi qu'aux conséquences potentielles graves que pourrait avoir la contamination à la COVID-19 pour lui. Pour le tribunal, il ne faisait donc aucun doute que les conditions d'ouverture du droit au retrait préventif étaient rencontrées. Il va rappeler par ailleurs que le danger dont il est question doit se traduire par une probabilité de concrétisation qui n'est pas négligeable, donc pas 0,01 %. Il faut que ce soit un danger qui est susceptible de se matérialiser. Le travailleur s'est donc vu accorder le retrait préventif demandé pour les périodes là, précisées. Toutefois, puis c'est une très bonne chose, le tribunal précise en termes non équivoques que sa décision n'a rien d'un jugement déclaratoire sur l'application du droit au retrait préventif dans le contexte de la pandémie et que par conséquent, on ne pouvait vraiment pas l'interpréter comme signifiant que tous les techniciens ambulanciers et tout le personnel œuvrant dans le secteur médical qui sont immunosupprimés devraient être retirés du travail. Il indique vraiment clairement que la décision est rendue dans le cas précis de M. Saint-Mars à la lumière de la preuve présentée. Si je vous dis que c'est une bonne chose, c'est parce que justement, dans ce dossier-là, il ne faut pas oublier que l'employeur et le travailleur étaient du même côté. Ils faisaient front commun. La CNESST n'est pas intervenue et il n'y a eu aucune preuve d'administrer sur le caractère protecteur des équipements portés par le technicien ambulancier qui relève presque du scaphandre. Fait que si cette preuve-là avait été administrée sur les propriétés protectrices, c'est sûr et certain, en tout cas, il y a de fortes chances que le retrait préventif aura été refusé, là, justement parce que les risques étaient considérablement minimes. Donc, en conclusion sur ce troisième et dernier volet de notre webinaire, je dirais qu'il ne fait aucun doute que le monde du travail a subi d'importants changements. On vous l'a tous dit, Sandra en début de présentation, Rachel, maintenant moi. Certains d'entre eux, ces changements-là, sont assurément là pour durer, puis en conséquence, une réforme du système législatif s'impose afin de prévoir les droits et les obligations des parties en matière de télétravail. Comme vous le savez peut-être, la LATMP, la LSST et leurs règlements respectifs sont actuellement sous étude dans le but de les modifier considérablement. Si au moment de penser à la réforme, le télétravail ne faisait pas nécessairement partie des préoccupations, n'était conséquemment pas inclus dans le projet de loi 59, bien, on peut juste espérer que le législateur profite de la réforme en cours pour apporter les adaptations qui s'imposent manifestement. Ça aura l'avantage de permettre aux employeurs, aux travailleurs québécois de savoir à quoi s'en tenir. Et avant de céder la parole à Maître Gauthier pour la conclusion officielle de notre webinaire, on avait prévu là, une petite période pour répondre à des questions que vous pourriez avoir et que vous pourrez nous soumettre là, dans le forum de questions. Alors, Sandra, je te laisse peut-être la parole là, si tu veux gérer ce petit bout-là du webinaire. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à vous tous. On voit vraiment que c'est tout de même complexe et merci de nous avoir donné tant d'informations, c'est beaucoup d'informations, mais c'est très, très, très riche. Et lorsqu'on est des petits employeurs, souvent avec pas de ressources responsables en RH, mais c'est très éclairant. C'est un peu étourdissant, tous ces changements-là, mais avec des conférences comme la vôtre, vraiment, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, chers participants? Il ne faut pas que vous vous gêniez, là. On est des avocats pour nous gratuitement. Et c'est rare ça. Alors, Marie-Claude, si tu veux, tu peux prendre les questions. Il y a déjà des questions donc de Michael Savard. Est-ce qu'il y a une obligation à fournir des équipements et des ameublements au télétravail? C'est une excellente question que moi-même je me pose. Alors, Marie-Claude, je te laisse répondre et je te laisse gérer la suite de la période de questions. Parfait, c'est effectivement une très bonne question. Puis, je vais laisser sur ce volet-là ma collègue Rachel qui a un petit peu étudié le sujet. Il n'y a pas 133 millions de développement, vous vous en douterez, hein, la pandémie, c'est quand même relativement récent, mais il y a certaines orientations, puis j'inviterai bien évidemment Raphaël, là, si jamais tu veux compléter aussi. Mais Rachel, je te cède la parole pour cette première question. Oui, merci Marie-Claude. Donc, la question est excellente et c'est justement pour ça que les politiques de télétravail, comme on l'a vu,
prennent toute leur importance. C'est vraiment un élément qui doit être déterminé à l'avance, donc qui fournit quoi. Parce que non, il n'y a pas nécessairement une obligation de fournir des équipements, mais l'employeur, on l'a vu, comme il y a quand même toutes les obligations en matière de santé et sécurité au travail, doit s'assurer que les équipements qui sont utilisés sont adéquats et ergonomiques, par exemple, d'où toute la question qu'on a vue avec Marie-Claude, à savoir quel est le meilleur moyen, le moins intrusif pour que l'employeur puisse au moins valider cette situation-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument prévoir entre l'employeur et l'employé qui souhaite faire du télétravail, selon soit la politique ou encore les éléments à l'entente, de savoir qui fournit les équipements, quel type d'équipements sont nécessaires et évidemment, là, comme on l'a vu, là, par rapport à un ordinateur personnel, les manières d'y avoir accès pour l'employeur, même s'il s'agit d'un équipement personnel. Moi, j'aimerais compléter la question. Les équipements de travail, c'est une chose, mais si notre employé a des problématiques physiques, par exemple, il nous demande un ameublement spécifique à sa maison. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Surtout quand on est des petites organisations avec peu de moyens, là, ça peut être très, très, très onéreux. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Parce qu'on veut s'assurer que nos employés soient en sécurité et puis surtout qu'ils ne quittent pas en maladie parce qu'ils ont des douleurs à quelque part. Alors, c'est une question là, que je me pose. Bien, effectivement, ici, ça va dépendre du type de dossier parce qu'il y a quand même les obligations en matière de SST, évidemment, les obligations générales, mais il y a toutes les obligations entourant aussi les accommodements, les accommodements en matière de handicap préexistant ou les cas qui ont été reconnus en CSST avec des limitations fonctionnelles et qu'à ce moment-là, ça nécessite un certain type d'ameublement. Donc, ça va faire une différence, effectivement, en fonction de la situation physique, de la situation médicale démontrée et au dossier du travailleur. Donc, la réponse générale de tout à l'heure, c'est non. Il n'y a pas d'obligation à fournir quoi que ce soit. Mais effectivement, si on a un dossier, par exemple, qui comporte des limitations fonctionnelles et pour qui avoir un outil de travail ou un équipement particulier fait partie d'un accommodement prévu à son dossier CNE-SST, bien là, ça devient différent. Et oui, l'employeur va être tenu à ce moment-là à l'accommodement qui est prévu pour permettre la prestation de travail. J'ajouterais, pour faire un petit peu de pouce sur ce que Rachel mentionne, c'est que il faut faire attention. Je pense qu'il faut se rassurer et qu'il ne faut pas partir en panique tout de suite, dans le sens qu'à partir du moment où l'employé est placé en télétravail, là, l'employeur n'aura pas forcément à dire OK, bien, je t'équipe full pin au bureau, puis full pin chez toi. Puis, l'employeur va faire son choix, va dire regarde, là, toi, tu as besoin d'un mobilier. Comme Rachel le disait, là, c'est prouvé que tu en as besoin. Ce n'est pas un caprice. Médicalement, c'est justifié, que ce soit parce que tu as un handicap ou parce que tu as des contraintes musculo-squelettiques puis on a peur que tu te blesses. L'employeur pourrait très bien dire, écoute, dans ces circonstances-là, je vais te fournir une chaise ergonomique, hein, puis Dieu sait que c'est très dispendieux. Là, on peut parler de facilement 2 000 à 3 000 $ pour une très bonne chaise, mais de dire, moi, je te la fournis. Là, si tu l'amènes chez toi parce que tu es 90 % de ton temps en télétravail, ça va. Mais tu sais, quand tu vas revenir au bureau pour une journée, tu comprendras que tu n'auras pas une chaise à 3 000 $ au bureau non plus. Puis si un jour le télétravail prend fin et que tu reviens, bien, tu vas revenir avec ta chaise. On va s'arranger pour que tu aies ton mobilier au bureau. Mais tu sais, l'employeur, la petite entreprise particulièrement, pourra toujours faire le choix de dire « Moi, je peux t'équiper et te fournir du matériel parce que je n'ai pas le choix de t'accommoder raisonnablement ou encore de prendre les mesures pour éviter une lésion, mais je vais le faire à la maison ou au bureau. » C'est un peu comme ça que moi, je le vois, Raphaël. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oh, c'est très complet comme réponse. Et je vais enchaîner avec la prochaine question de M. Nicolas Vaillancourt, qui est pour toi, Raphaël. En tant qu'employeur, pouvons-nous exiger des preuves de vaccination en vue de tenir une statistique afin de savoir notre pourcentage d'employés vaccinés ou bien est-ce que la preuve doit être fournie sur une base volontaire de l'employé?
Mais dans le fond, si vous demandez une preuve de vaccination, c'est comme demander une information médicale à un salarié. Donc, les principes en jurisprudence, c'est que pour demander une information médicale, il doit y avoir un lien qui est rationnel avec l'emploi. Tantôt, quand je vous ai expliqué, lorsqu'on veut adopter une politique obligatoire de vaccination, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut prétendre que c'est une exigence professionnelle justifiée? Si la réponse est oui, bien là, à ce moment-là, on est en mesure de demander à nos salariés une preuve de vaccination, ils doivent nous la fournir. Si, par exemple, on n'est pas en mesure de démontrer que c'est une exigence professionnelle justifiée, bien à ce moment-là, les salariés vont pouvoir refuser de fournir ou non une preuve de vaccination et on va pouvoir seulement le demander sur une base volontaire. Donc, si je reprends mon exemple d'un employeur qui a du domaine de la santé, qui a une clientèle qui est vulnérable, et à ce moment-là, selon nous, il sera en mesure de demander une preuve de vaccination à ses salariés et pourrait l'exiger. Mais pour tout autre type d'employeur, si on n'est pas capable de justifier un objectif qui est légitime et qui est suffisant au sens de la charte, là, on ne pourra pas l'exiger. Donc, si c'est pour seule fin de statistique, effectivement, on ne pourra pas l'exiger, ça va être sur une base volontaire. Alors, gênez-vous pas, si vous avez d'autres questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Peut-être que vous êtes en train d'écrire et qu'on attend une question. Ou peut-être que la présentation était très complète. Ah, on va se dire ça, on va penser positif, on va se dire que c'était complet. À la limite, si jamais on voit des questions s'afficher pendant le mot de clôture ou quelque chose comme ça, vous pouvez indiquer votre adresse courriel, puis Rachel, Raphaël ou moi, on verra vous donner une suite là, par courriel sans problème. On avait une question additionnelle, oui. C'est ça, exactement. Alors, c'est Christian Gendron qui nous demande, est-ce que la proximité requise entre les travailleurs n'est pas en soi un lien suffisant pour justifier les preuves de vaccination? Je vais la prendre si vous permettez. Comme j'ai expliqué tantôt, le seul objectif de protection des salariés, selon nous, n'est pas suffisant pour justifier une politique de vaccination obligatoire. Donc, si c'est le seul objectif de demander une preuve de vaccination, moi, je suis d'avis qu'on ne pourra pas le faire. En plus, il y a d'autres moyens de protection, port du masque, port du masque, visière, lunettes, qui visent à protéger les salariés qui sont moins intrusifs que demander une preuve de vaccination. Donc, selon moi, on ne pourra pas demander cette information-là. Puis même si le salarié aura une preuve de vaccination, ça ne le dispenserait pas de porter le masque, lunettes, tout ça. Donc, il peut y avoir une utilité au niveau de juger du risque de protection du salarié. On peut croire que le salarié vacciné va être mieux protégé, mais en soi, ça ne lui enlèvera pas ses obligations de porter ses EPI. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait l'exiger dans ce cas-là. On a une autre question sur la vaccination, Raphaël, de Michael Savard. Est-ce que le fait de se déplacer chez les clients est un motif raisonnable pour demander la vaccination? Je pense que ça va dépendre du type de client. Si votre client, justement, je reviens à clientèle vulnérable, là, mais si votre client, je ne sais pas moi, c'est un CHSLD, vous avez une entreprise de construction, puis votre personnel que vous envoyez là, vous voulez que ce soit des gens vaccinés, là, on pourrait prétendre qu'il y a un motif raisonnable de vaccination. Mais si votre client est un client ordinaire, entre guillemets, excusez-moi l'expression, là, mais qui n'a pas de motif additionnel d'exiger une preuve de vaccination, non, selon moi, on ne pourrait pas le faire. Puis au-delà d'exiger la preuve de vaccination, on ne pourrait pas exiger forcément, on ne peut clairement pas non plus exiger la vaccination. Ça, je pense qu'on l'a vu là, dans ton premier volet de présentation, au-delà de l'histoire de la clientèle, là, mais obliger la vaccination, on peut pas. On ne peut pas, oui, effectivement. On n'a qu'à penser, tout le tollé qu'a soulevé le fameux passeport vaccinal pour voyager et tout ça, là, tout ce qu'on était en train de voir, puis là, les pétitions qui circulent pour pas que ça ait lieu, alors qu'on se dit, ben là, nous, l'objectif, c'est que tu puisses prendre l'avion puis être dans cet espace restreint-là avec les autres passagers pendant 5 heures. Et si ça n'a pas passé le test de la charte encore, cette histoire de passeport vaccinal-là, donc exiger une preuve de vaccination, tu as le droit de se dire que c'est quand même assez limité comme possibilité. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas, Sandra, ou Rachel, si tu veux enchaîner avec la petite conclusion, puis après ça, tu pourras laisser la parole à Sandra pour la fin de la présentation.
Absolument. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, le titre de la conférence était quand même révélateur. COVID-19 et milieu de travail, non, tout n'a pas encore été dit. Et ça demeure toujours d'actualité, malgré que le sujet fait couler beaucoup d'encre depuis le début de la pandémie. Nous avons pu aborder avec vous aujourd'hui qu'une partie seulement de ce qui demeure des questions en mouvement. Qu'il s'agisse du sujet épineux de la vaccination, hein, on l'a vu par vos questions, ça soulève beaucoup de questionnements. Donc, la vaccination en contexte de relations de travail, de l'avenir du télétravail comme mesure permanente post-COVID ou encore de toutes les règles entourant les obligations en matière de santé et sécurité au travail dans le contexte de travail actuel. Ces sujets seront certainement appelés à évoluer encore au fil des prochains mois. Évidemment, bien d'autres aspects des enjeux de relations de travail occasionnés par le travail à distance auraient pu être abordés. Qu'on pense simplement aux effets du port du masque en permanence dans les milieux de travail, les négociations de conventions collectives à distance ou les effets du télétravail à long terme sur la santé mentale des travailleurs. Il s'agit d'autant de questions dont les réponses demeurent encore inconnues, mais qui feront certainement l'objet d'études ou de décisions pour lesquelles nous resterons bien sûr à l'affût afin de vous entretenir de tout nouveau développement. Finalement, nous ne saurions passer sous silence les travaux du projet de loi 59 qui sont toujours en cours et pour lesquels, encore une fois, nous demeurons à l'affût afin de vous fournir toutes les informations nécessaires à son application. En espérant que cette conférence ait su répondre à quelques-unes de vos questions et pour les autres, n'hésitez pas à contacter votre procureur de confiance dans notre équipe qui se fera toujours un plaisir de vous répondre. J'aimerais, en toute fin, là, vous remercier tous pour votre présence et votre attention. C'est très apprécié et j'aimerais aussi formuler un merci spécial à Maître Charles-Éric Gilbert pour la présentation de notre PowerPoint. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Marie-Claude. Merci, Raphaël. Et merci à vous tous de Kane Lamar, notre partenaire de choix. Merci beaucoup de toutes ces informations. Et vous avez parlé de santé mentale, santé psychologique, comment appuyer nos employés. Bien, j'aimerais mentionner que nous avons mis en place une cohorte pour appuyer les petites entreprises et les travailleurs autonomes pour les aider à rebondir, à faire un plan. Évidemment, là, il faut pas se mélanger, là, c'est pas une thérapie, c'est vraiment pour aider à refaire. Souvent, c'est réorganiser le travail avec cette pandémie-là. Des fois, c'est aussi faire face à la croissance. Alors, il y a des inscriptions présentement en cours. On a 10 places. Il reste encore quelques places. Vous avez jusqu'à lundi midi. Alors, si vous êtes une petite entreprise de 5 employés et moins ou un travailleur autonome, je vous le dis, là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et en plus, grâce à la collaboration de partenaires, c'est complètement gratuit. C'est une valeur de plus de 5 000 $. Alors vraiment, c'est incroyable. Vous allez être aussi accompagné par une psychologue clinicienne, des spécialistes en réorganisation du travail de l'UQAC et de Raymond Chabot de Grant Thornton. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet de la Chambre de commerce de la voir tous les détails.